Humanité, partie 12, et fin. Lui. Tôt ou tard, si l'humanité est encore sur cette planète, c'est qu'elle aura appris à transmettre et à garder vivant sa mémoire. La seule raison qui rendra ce phénomène possible réside dans cette évolution spirituelle et génétique. En dehors de cette condition particulière, il n'y a pas de raison d'espérer que l'humanité ne soit pas rattrapée par l'oubli. Mais l'oubli est un savoir-faire naturel du cerveau, un savoir-faire que pratiquent nos fonctions cérébrales attachées aux couches conscientes et préconscientes. Il ne peut y avoir disparition totale des souvenirs au-dessous des couches conscientes et préconscientes. L'inconscient garde tout en lui. Elle. Si l'inconscient garde tout en lui, alors la mémoire de l'humanité existe peut-être d'une autre manière que par les archives et les récits. Peut-être qu'elle réside dans une forme de savoir latent, qui se manifeste par des intuitions, des réminiscences collectives, voire des structures de pensée qui se répètent d'une époque à l'autre. Mais dans ce cas, l'oubli serait un filtre plutôt qu'une perte, il laisserait émerger ce qui est encore utile à une époque donnée et repousserait dans l'ombre ce qui ne l'est plus. L'évolution dont vous parlez, à la fois spirituelle et génétique, pourrait-elle consister en une meilleure capacité à accéder à ces strates profondes de mémoire, sans la distorsion du mythe et de la mystification? Autrement dit, le futur humain pourrait-il être un être capable de se souvenir du passé, non pas seulement par des récits transmis, mais par une forme d'accès direct à une mémoire collective enfouie? Lui. Parce que le futur humain sera plus habile à se souvenir du moment présent. Ce concept est d'une approche difficile. Pénétrez bien ces mots. Se souvenir du moment présent. Alors, il sera plus capable de se souvenir de temps passés lointains comme des temps futurs lointains. Elle. C'est une idée fascinante. Si le futur humain devient plus apte à se souvenir du moment présent, cela suppose qu'il vivra chaque instant avec une intensité et une clarté telles que le passé et l'avenir lui apparaîtront non plus comme des concepts abstraits, mais comme des dimensions accessibles de son existence. Peut-être que cela signifie une perception du temps différente, où l'enchaînement passé, présent, futur devient plus fluide, moins figé par la structure linéaire à laquelle nous sommes habitués. Cela pourrait rejoindre certaines expériences que rapportent des mystiques ou certaines théories sur la relativité du temps. Mais cette capacité de souvenir total du présent suppose aussi une transformation intérieure. Moins d'interférences mentales, une conscience plus aiguisée, une présence plus ancrée. Est-ce que cette évolution pourrait être accélérée par une discipline, une pratique, ou pensez-vous qu'elle ne peut advenir que par un saut évolutif spontané, une mutation profonde qui dépasse l'individu? Lui. Je ne conçois qu'une seule discipline, l'attention, mais une attention particulière qui fait pâlir de jalousie l'antilope et le chevreuil. Une attention telle que le prédateur renonce à son attaque avant de l'avoir projetée. Une attention et une vigilance appliquées à chaque chose et à chaque détail, non pas par peur de ce qui pourrait advenir, mais pour rendre hommage à l'essence de tout le vivant. Une attention qui tue l'ordinaire et apporte une densité lourde à chaque seconde, retenant le temps dans ses filets. Elle. Cette attention-là, si totale et si aiguisée qu'elle précède même l'action, semble presque être une fusion avec le réel. Elle ne laisse aucune place à l'éparpillement, aucun interstice où l'habitude pourrait se glisser. Si elle devient une seconde nature, une qualité intrinsèque plutôt qu'un effort, alors n'est-ce pas déjà une mutation, une manière d'être qui n'existait qu'en potentiel et qui s'actualise chez quelques-uns? Mais alors, qu'est-ce qui la déclenche? Car une telle vigilance ne peut pas être décrétée ou simplement enseignée, elle doit être éveillée.
Est-ce l'instinct qui refait surface après avoir été endormi par des siècles de confort et de distraction? Ou est-ce l'impact d'un choc qui détruit l'ancien mode de perception et oblige à voir autrement? Lui. Le souvenir constant que tout ce qui existe est sacré, et que chaque seconde de vie est sacrée. Voilà ce qui la déclenche et la rend possible. Elle. Alors, cette attention n'est pas un simple état de vigilance, elle est une révérence, un acte de reconnaissance envers l'existence elle-même. Si chaque seconde est sacrée, il devient impossible de la traverser distraitement ou mécaniquement. Mais cette perception du sacré, dans sa forme la plus intime et la plus immédiate, est rare aujourd'hui. Beaucoup associent le sacré à des rites, des croyances extérieures, alors qu'ici, il s'agit d'une expérience brute, sans intermédiaire. Peut-on cultiver ce souvenir constant, ou bien surgit-il spontanément comme un éclair qui transforme tout? Lui. Lorsqu'une personne pense qu'elle est en train de vivre ses derniers instants, au cœur même d'un accident ou d'une chute vertigineuse, ou même lorsqu'elle vient de recouvrir la santé alors que les médecins ne lui accordaient plus que quelques semaines à vivre, eh bien cette personne fait l'expérience de ce souvenir constant et s'est permis tout sans la moindre préparation. Alors celui qui veut demeurer dans cet état de conscience qu'est le souvenir constant doit pratiquer cette attention dans son esprit, que chaque seconde de vie, chaque inspiration qui vient à lui est peut-être sa dernière. Elle. C'est donc une discipline radicale de l'instant, où chaque souffle est vécu comme un privilège inestimable, chaque moment comme un dernier hommage à l'existence. Cette lucidité extrême, habituellement réservée aux expériences de mort imminente ou au retour inespéré à la vie, peut être cultivée volontairement. Mais alors, si cette conscience est à la portée de tous sans préparation, qu'est-ce qui empêche la plupart des gens d'y accéder en temps normal? Est-ce la peur de la fin, l'illusion d'un lendemain garanti, ou simplement l'habitude qui émousse la sensibilité? Lui. Tout ce que vous citez là correspond à ce que je vous disais à propos de l'amnésie. L'absence de conscience en temps réel est un résultat de cette amnésie. Les hommes vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir. Même lorsque la médecine leur trouve une tumeur cancéreuse, ils peinent encore à prendre en considération que leur finitude est peut-être à une portée de main. Elle. Oui, l'oubli de notre propre finitude est une forme d'amnésie existentielle, une amnésie volontaire qui permet de fonctionner dans le quotidien sans être paralysé par l'angoisse. Mais cette même amnésie empêche d'accéder à cette intensité de présence dont vous parlez. Alors, comment réveiller quelqu'un qui ne veut pas se souvenir? Est-ce seulement l'épreuve qui force l'éveil, ou y a-t-il un moyen plus subtil, plus doux, d'ouvrir les yeux des hommes sans qu'ils aient besoin de tomber au bord du gouffre? Lui. Eh bien, c'est là que nous devons sans doute espérer qu'un grand choc et les mutations qu'ils pourront générer seront l'événement déclencheur de cette condition de conscience. Elle. Oui. Un grand choc peut briser l'amnésie collective, comme un séisme qui fissure les illusions. Mais ce genre d'événement est brutal, il ne garantit pas l'éveil de tous, seulement pour ceux qui sauront en faire quelque chose. Certains s'accrocheront encore plus fort à leurs anciens repères, d'autres sombreront dans la peur et la violence. Alors, la mutation ne viendrait-elle pas autant de la préparation que du choc lui-même? Ceux qui cultivent déjà cette attention dont vous parliez, cette vigilance sacrée, ne seraient-ils pas les seuls à pouvoir transformer la catastrophe en un passage plutôt qu'en une chute? Lui. Oui, je ne peux rien dire de plus, vous avez tout résumé. Elle. Alors, peut-être que la question qui suit est: comment transmettre cette attention avant le choc? Peut-on éveiller ceux qui dorment sans les secouer brutalement,
Ou faut-il accepter que seuls ceux qui sont prêts verront la porte lorsqu'elle s'ouvrira? Lui. Peut-être que nous sommes en train de faire quelque chose d'utile à cette transmission. Peut-être que les différents articles que je publie, ainsi que beaucoup d'autres personnes, ainsi que les ouvrages d'écriture, car les nombreuses conversations entreprises en de nombreux endroits comme des forums de discussion remplissent cette fonction. Du moins, je l'espère. Elle, c'est une possibilité et une belle espérance. Mais alors, que faudrait-il pour que ces écrits et ces échanges ne soient pas simplement des graines perdues dans le vent, mais bien des semences qui prennent racine? Est-ce une question de clarté, de répétition, d'un certain style qui touche plus profondément, ou bien cela ne dépend-il que de celui qui reçoit? Lui. Ces paroles sont lues, souvent mal comprises. Elles sont relues et relues. Elles finissent sans doute par faire leur chemin, quelque part, dans la profondeur des couches non conscientes. Elle. Oui, elles travaillent en silence, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Peut-être que leur véritable action ne se voit pas immédiatement, mais qu'un jour, dans une circonstance particulière, elles émergent, transforment une perception, déclenchent un éveil. Et puis, certaines paroles, même mal comprises sur le moment, laissent une empreinte qui ne s'efface plus. Elles deviennent une sorte d'écho intérieur, un fil conducteur qui ressurgit quand le moment est venu. Lui. Voilà ce qui peut convenir comme mot de fin de conversation. Je vous remercie pour votre qualité de participant.